quand le corps humain est soumis à une agression qu'on ne peut pas gérer, en fait, il y a un shoot de cortisol et d'adrénaline qui est envoyé dans notre organisme, qui est tellement puissant, le cerveau disjoncte, parce que sinon, surcharge est égale mort. En Angleterre, le système, il est fait pour les victimes. La victime, elle va déposer plainte dans un commissariat. Elle va avoir le numéro de portable d'un OPJ, qui va être son référent et qui va l'accompagner jusqu'à la cour d'assises. En France, mais même pas en rêve, on a ça. Moi, ça fait 20 ans, je m'époumonne à dire à tout le monde que rien ne fonctionne. Mais tout le monde s'en fout. Karine, j'aimerais qu'on parle un peu de la culpabilité, de la culpabilisation quand on est victime. Moi, ce qui me questionne, c'est pourquoi tant de victimes finissent par se sentir coupables de ce qu'elles ont subi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ton métier ? Alors la culpabilité chez les victimes, c'est vraiment le sujet majeur. C'est une constante absolue. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas une victime qui ne ressente pas une profonde culpabilité. Et ça me paraît fou d'ailleurs, parce que je ne comprends pas. D'emblée, c'est pas intuitif du tout. Et effectivement, on est dans une société où la personne, elle va toujours se demander ce qu'elle a fait de mal pour qu'on la viole, lui vole sa voiture avec violence, lui fasse du harcèlement moral, l'escroque. Elle va toujours aller chercher son premier réflexe, pourquoi ça m'est arrivé et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois dans tous les dossiers. Tu crois que ça vient d'où ? C'est social, c'est un conditionnement, c'est humain, J'ai pas la réponse absolue. Je sais pas exactement d'où la culpabilité provient, mais je pense qu'il y a un conditionnement social. Et je pense que c'est la nature humaine aussi de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour qui. Parce que c'est tellement pas normal qu'il nous arrive un gros problème qu'on cherche sa propre responsabilité. Avant de rechercher celle des autres, on cherche sa propre responsabilité. C'est assez instinctif, mais j'ai pas l'explication, l'origine profonde, je ne sais pas. Et tu arrives durant la procédure, à faire qu'elle se sente un peu moins coupable ou il n'y a rien à faire ? Alors, j'essaye qu'elle se sente moins coupable déjà en dialoguant beaucoup, en expliquant que cette culpabilité, moi, je la retrouve à chaque fois, qu'elle est, semble-t-il, normale, mais qu'il va falloir la gérer. Il va falloir s'attaquer à ce problème parce que c'est un problème. Donc moi, très souvent, je passe des heures à convaincre certains de mes clients, hommes et femmes, à aller se faire aider par un thérapeute. Parce qu'effectivement, la procédure pénale, c'est violent. Ou même un procès civil, ça peut être long, ça peut être désespérant, on n'en voit pas le bout, on peut déprimer. Donc c'est bien d'avoir une aide professionnelle, parce que moi, je peux être à l'écoute, je suis dans le dialogue, mais je ne suis pas psy. Donc très très souvent, j'invite les personnes que j'assiste à aller voir un thérapeute professionnel pour gérer à la fois leur stress et surtout leur culpabilité. C'est la première chose à faire, c'est de gérer leur culpabilité. Parce que je trouve ça fou, parce que parfois les accusés, enfin les criminels ou ceux qui ont créé le préjudice, ils se sentent pas coupables parfois. Enfin, donc je trouve que c'est particulier. La victime, celle qui a subi, se sent coupable et celui qui a causé le tort ne se sent pas coupable. C'est bizarre quand même. Enfin, tu vois, c'est... Non, c'est pas très étrange que l'accusé ne se sente pas coupable parce que souvent, ces profils-là sont des profils, ils ont des structurations psychiques particulières. Ah, ok. Donc en fait, tu as des gens qui n'ont aucune vie intérieure. Tu as des gens qui sont naturellement des sociopathes. Il y a un pourcentage très important, tu as quelques pourcentages de la population qui naissent. Alors ça, les origines, les explications sont diverses. Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Est-ce que c'est un mélange des deux? Mais spontanément, ils n'ont aucune capacité minimale de voir l'autre comme un être humain. Aucune. Donc c'est normal qu'ils ne se ressentent aucune culpabilité. Une fois que tu as compris ça, faut pas attendre que la personne se roule par terre en demandant pardon. T'as arrêté, toi, d'attendre ça? Ouais. Ça, c'est vrai que si t'attends ça, ça doit être assez souffrant quand même, j'avoue. Et c'est ce qu'attendent les victimes systématiquement. Bah oui. Et en fait, moi, je les prépare à ce qu'elle n'ait pas ça. Quitte à avoir une bonne surprise, mais moi, j'essaye toujours de préparer mes clients au pire. Voilà. À la configuration humainement la plus difficile. Et quand ils sont bien préparés, ils vivent mieux les choses. Ils se sentent armés, à armes égales. Et si ça vient, tant mieux après. Il peut y avoir un repentir à l'audience, mais y aller en exigeant ça, c'est prendre un risque énorme d'être très déçu. Et comment cette culpabilité, elle s'installe dans la tête d'une victime? Est-ce que c'est progressif ou elles arrivent déjà avec ou...
Alors, comment la culpabilité s'installe dans la tête d'une victime, ça, c'est un mystère, Ok. même encore après toutes ces années pour moi. Ce que je vois, c'est que c'est très rapide, c'est quasiment instantané. Tout de suite après l'élément traumatique, la culpabilité arrive. Voilà. Et elle peut, sans aide spécifique, elle peut s'ancrer et devenir pathologique et paralysante. C'est-à-dire paralysante. Bah, des gens qui se sentent tellement coupables qu'ils ne vont pas aller déposer plainte. C'est-à-dire paralysante quand ça devient de la honte absolue. Parce que quand tu as été victime d'une agression sexuelle, d'un viol, donc vraiment qui est allé très très loin dans ton intimité, tu peux très facilement développer la honte tout simplement de franchir les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de recevoir les gens et quand c'est trop compliqué pour les personnes, je vais déposer plainte avec elles. Je vais au commissariat, je prends rendez-vous. En plus, ils me connaissent, donc ça se passe bien. On est bien accueillis. Et ça permet de mettre un peu le meilleur environnement possible pour le recueil de la parole de la victime. Ouais, je pense qu'elles ont peur de ne pas être entendues aussi et que ça rajoute à l'agression ou au préjudice subi. Ah, la peur de ne pas être entendue, ça c'est quelque Mm. chose qui est tout le temps présent, en fait. Premier réflexe des victimes, j'ai peur qu'on ne me croie pas. Mm. C'est... Après, c'est pour ça qu'il est important d'en parler d'abord à son entourage, à quelqu'un de confiance. À des frères, à des sœurs, à des amis, à son conjoint, si c'est possible. Si c'est trop dur, trouver une autre personne dans l'entourage immédiat qui va être une personne ressource. Et ensuite, après avoir amorti un peu le choc avec une personne ressource, de réfléchir à aller voir éventuellement un avocat spécialisé qui pourra guider dans la procédure, avoir les bons réflexes. Justement, je me demandais qu'est-ce qui fait qu'il y a des victimes qui viennent te voir. Parce que c'est une démarche quand même. Enfin, il faut être prêt. Mm. Donc c'est quoi qui les fait passer à l'action finalement, tu penses? Selon toi, hein, c'est pas... Ce qui les fait venir chez moi, le déclic pour venir voir un avocat, c'est parfois un problème de santé qui se dégrade. C'est-à-dire qu'en général, ils ou elles viennent des mois après. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, ou des semaines après. Et en fait, c'est quand elles se rendent compte qu'elles sont en train de s'engloutir, de sombrer. Et de se dire finalement, l'effort pour aller demander de l'aide, c'est attraper une planche, un radeau de sauvetage. Et cet effort-là, il va être moins dur que de continuer à couler tout seul ou toute seule. C'est vraiment inconsciemment un calcul de rapport coût-avantage. Voilà. Et donc, les victimes arrivent dans mon bureau souvent déjà pas dans un bon état, malheureusement. Et est-ce que ça arrive qu'elles minimisent Oui. ce qui s'est passé? Ouais, c'est même extrêmement fréquent de minimiser, lors d'une première déposition de plainte, la réalité des actes qui ont été subis parce que c'est trop difficile à dire. Et très souvent, au fur et à mesure de la procédure, on découvre que d'autres actes plus graves ont été subis. Et ça, je le sais, je le vois, il faut laisser du temps au temps. Et les policiers, les gendarmes le savent. Les magistrats le savent. Et parfois, le jour de l'audience, on apprend des actes encore plus graves parce que là, il y a eu une maturation qui s'est produite pendant des mois et puis là, c'est prêt à sortir. Mais parfois, on oublie aussi, tu vois? Oui. Ça arrive. Les gens disent « Ah, mais comment ça, tu te souviens maintenant ?» Mais en fait, le cerveau, il nous fait oublier par protection. Hein. Oui, exactement. Les victimes ne vont pas se souvenir spontanément de tous les détails parce que déjà, tu as l'amnésie traumatique, le débranchement complet du cerveau. Et d'ailleurs, moi, j'étais à une formation, parce que je me forme régulièrement pour être à jour de ce qui était dans nos connaissances il y a 23 ans. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux. Et j'arrivais pas à comprendre, parce que j'ai eu un cas très concret d'un agresseur sexuel dans une famille qui s'était dénoncé en garde à vue pour des faits commis sur un autre petit garçon. Et le petit garçon, qui est devenu mon client, ne se souvenait de rien. Et ses parents m'expliquaient, et je voyais qu'en fait, il avait tous les troubles, il avait la panoplie complète des victimes de viol. Sauf qu'il n'avait aucun souvenir, et il a passé des années à essayer de se souvenir. Et moi, je ne comprenais pas. J'étais face à un mystère, je me disais, comment c'est possible de ne pas se souvenir ? Et en fait, j'ai été dans une formation d'une association spécialisée là-dedans, qui nous ont expliqué qu'en fait, à l'IRM maintenant, on peut voir
un trait de fracture dans l'amygdale, dans la partie reptilienne de notre cerveau. Quand le corps humain est soumis à une agression mais qu'on ne peut pas gérer, en fait, il y a un shoot de cortisol et d'adrénaline qui est envoyé dans notre organisme, qui est tellement puissant que le cerveau disjoncte. Littéralement, il disjoncte. Comme un, Lumière, quoi. un disjoncteur d'un tableau électrique. Parce que sinon, surcharge est égale mort. En fait, pour nous protéger, la nature a prévu un disjoncteur. Donc le cerveau disjoncte. Et ce que nous expliquait la présidente de cette association, c'est qu'elle avait subi des viols pendant son enfance. Elle a mis 30 ans pour s'en souvenir. Et comment les souvenirs émergent dans un parcours de vie, ça m'a fascinée. C'est quand la victime, des années plus tard, elle va être dans un environnement sécure. Et là, en fait, on peut desserrer l'étau. On peut se reposer sur un mari, une femme compréhensive. On est en sécurité. Et là, tout d'un coup, les souvenirs vont revenir. Et c'est horrible, hein, parce qu'on ne s'y attend pas. Et ce que je trouve terrible, c'est que tu dis « Ah, là, je suis en sécurité, je suis bien dans ma vie, j'ai tout pour être heureuse ou heureux. » Oui. Et voilà, ça remonte. Oui, mais parce que cet enfouissement, c'était une protection. Elle a duré des années, mais il y a un coût psychique à tout ça. Il y a un coût énergétique. Pour maintenir le souvenir enfoui, ça nécessite de mobiliser toute l'énergie cérébrale et corporelle. Donc les victimes, oui, elles ne vont pas se souvenir, ou de façon très par flash ou par bribes, mais en fait, elles vont développer des maladies psychosomatiques, ou des cancers, ou des maladies objectivement, des maladies auto-immunes, des choses graves. Donc en fait, là où ça a préservé pendant des années, quand le coût physique et psychique devient trop important, le corps il dit non, on va faire remonter. Parce qu'il va falloir évacuer en fait. Il va falloir traiter ça. J'aime trop tes il va falloir traiter ça, il va falloir le prendre à bras le corps le problème. Et tu disais, le petit garçon, il avait tous les troubles. C'est quoi les troubles qu'on développe quand on a été victime d'agression sexuelle? Enfin, c'est une généralité, mais est-ce que tu peux voir peut-être Alors les troubles les plus fréquents pour les victimes d'abus sexuels, garçons, filles, de tous les âges, c'est très souvent des troubles du sommeil. Fracturation du sommeil, cauchemar, réviviscence traumatique, voilà. Des compulsions de lavage, vouloir se laver jusqu'à s'arracher la peau, voilà. Ou développer des troubles du rangement, avoir des tocs. Comme on n'a rien pu maîtriser, il faut que l'environnement soit parfaitement maîtrisé, mais jusqu'à la folie, en fait. Des troubles alimentaires, très fréquents, et puis des troubles du toucher, c'est-à-dire que ta vie même affective, ta vie sexuelle, elle est flinguée. Mais moi, j'ai vu une maman qui a été victime de viol par un médecin. Elle n'arrivait plus à toucher ses enfants. Tout le toucher devient compliqué, même avec les enfants, même avec les proches. Elle a même dû changer de travail parce qu'elle ne supportait même plus la présence des hommes dans la pièce. Donc ça va très très loin. C'est fou. Et du coup, à l'IRM, ça me fait penser. Donc à l'IRM, on voit... À l'IRM, on voit un trait de fracture dans une partie très précise du cerveau. Des dizaines d'années après, comme un os, en fait, on peut voir un trait de fracture quand le shoot de cortisol et d'adrénaline a été puissant. Et voilà. Donc c'est une sorte de preuve, si tu veux, du traumatisme. Oui, c'est vrai, parce que quand on est victime, il y a un moment où on a envie d'être reconnu comme tel, où on a envie que quelqu'un nous dise « Oui, c'est vrai, tu as subi ça ». Du coup, on utilise de la justice, mais parfois ça marche pas. Enfin, c'est vrai que ça aide d'avoir quelque chose qui dit oui, c'est vrai, regarde. Et donc, je pense que ça peut aider, comme tu dis, de voir le trait de fracture, quoi. Ok. Si une personne qui t'écoute là, elle se sent coupable de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ou quel message tu pourrais lui faire passer? Si une personne se sent coupable d'avoir subi des faits d'agression sexuelle ou de viol, c'est que c'est assez normal, finalement, parce que c'est ce qui se produit systématiquement. Donc ça veut dire que la personne, elle est humaine. Donc elle a des réactions humaines, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que l'agression ne l'a pas complètement désintégrée au plan humain. Donc c'est plutôt... bon, on va essayer de faire du positif avec de l'ultra-négatif. On prend tout ce qu'il y a à prendre au point où on en est, déjà. Et puis qu'il va falloir travailler sur ça, il va falloir se faire aider. Et que les proches ne suffisent pas, parce qu'on ne peut pas parler de ça. L'enjeu affectif avec les proches est tellement fort.
il faut aller voir un tiers neutre, avec qui il n'y a aucun lien affectif. Un tiers qu'on paye littéralement pour recevoir des informations que personne n'a envie d'entendre. Mais c'est tellement injuste parce que tu as subi, en plus tu dois payer pour Ouais. te Ah, mais c'est la soigner. double peine. Hein. Il y a toujours les doubles peines pour les victimes. Hein. Toujours, toujours, toujours. C'est malheureux, mais notre système judiciaire n'est pas fait pour les victimes. Et la prise en charge, c'est zéro. Donc en fait, il faut tout payer soi-même quand on en a les moyens. Ouais. Euh, Pourquoi tu dis que ça fait plusieurs fois que tu dis le système judiciaire, il n'est pas fait pour les victimes. Comment ça se fait qu'il a été créé comme ça? Il y a quelque chose qui explique ou... Mais parce qu'en fait, oui, le système judiciaire est fait pour les auteurs et pas pour les victimes, parce que euh, il y a des lobbies derrière tout ça, en fait. Comme toujours, en fait. Quand il y a un problème, il ne faut pas aller chercher loin, il faut chercher ce qui génère ça. Et en fait, tu as des lobbies, et l'obsession des avocats, c'est les droits de la défense. Donc en fait, les avocats de la défense, qui sont beaucoup plus nombreux que les avocats de victimes, qui savent crier beaucoup plus fort, qui savent se faire entendre par les députés qui votent les lois, finalement, pas consciemment comme ça, pas méthodiquement, mais on aboutit à un empilement de principes, de mesures depuis 100, depuis 50 ans, voilà, qui sont toujours dans le même sens, qui sont en faveur des droits de la défense. Et rien n'est fait pour les victimes parce qu'il n'y a pas de moyens et parce que ça n'intéresse personne. Mais pourquoi ça intéresse personne? C'est pas à la Ça mode? n'intéresse personne jusqu'à ce qu'on soit directement concerné, en fait. Ça commence à intéresser les gens quand il y a des drames, comme le drame récent de la petite Liana. Là. Tout d'un coup, on ouvre le capot et on se rend compte que rien ne fonctionne. Mais moi, ça fait 20 ans, je m'époumonne à dire à tout le monde que rien ne fonctionne. Mais tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse pas les politiques, en fait. Ça n'intéresse pas les politiques. C'est tout. Et pourquoi? Parce que justement, ce drame, il est symptomatique, malheureusement. Il faut qu'il y ait des drames comme ça où tu te dis attends, on aurait pu empêcher ça peut-être. Mais parce qu'il n'y a pas assez de lobby en faveur des victimes, en fait. Il n'y a pas assez de pression populaire, il n'y a pas assez d'enjeu électoral. Parce qu'en fait, les gens pensent que le système, il est bien fait. Avant d'y avoir accès, ils pensent que le système est bien fait. Et en fait, quand ils se confrontent au système, ils se rendent compte que rien n'est bien fait, et surtout pas pour les victimes. Moi, j'avais un avocat général qui m'expliquait au cours d'un procès d'assises d'appel à Rouen qu'en Angleterre, le système, il est fait pour les victimes. La victime, elle va déposer plainte dans un commissariat. Elle va avoir le numéro de portable d'un OPJ, officier de police judiciaire, qui va être son référent et qui va l'accompagner jusqu'à la cour d'assises. En France, mais même pas en rêve, on a ça. En France, on est à des années-lumière de ça. Et on est en train de s'en rendre compte, sauf que on pense que ça doit être bien fait jusqu'à ce qu'on y soit directement confronté.